Nourri de passion et d'enthousiasme, l'extraordinaire, accompagné de choix courageux, entouré de bienveillance, pourra éclore et donner naissance à des chemins insoupçonnés. Les fausses notes, les chutes, les obstacles sont autant d'occasions de grandir, de se renouveler. Il faut oser. Allez à la rencontre de vos rêves, de vos projets. Rêvez-vous et marchez. Alors, je suis Claudia Ignoré, je suis docteur en médecine, je suis une rhumatologue qui est devenue astronaute, qui a eu la chance de voler 2 fois, ayant eu ensuite des fonctions ministérielles, ministère de la Recherche, ministère des Affaires européennes. J'ai eu la chance de présider le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et je suis aujourd'hui de retour à l'Agence spatiale européenne où je travaille sur les programmes lunaires. J'ai eu la chance de vivre un moment tout à fait magique quand j'avais 12 ans, avec mes yeux de petite fille. C'était juillet 69, c'était le premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'est vrai que c'était un moment fascinant, magique, où on avait l'impression tous ensemble de partager un moment absolument étonnant. Et qui ouvrait un peu la porte du rêve, des choses qui paraissaient inaccessibles. Et bien ce soir-là, c'était devenu une réalité, ça se passait réellement. Et je crois que ça peut donner un déclic comme ça, de se dire qu'il faut tenter aussi les choses qui semblent improbables. Ce qui paraît impossible, peut-être qu'il y a une façon un jour de se faufiler pour arriver à aller jusqu'au bout de ce qu'on espère, de ce qu'on désire. Donc le premier pas de l'homme sur la Lune, ça a été pour moi un déclic important. Pour se préparer à aller dans l'espace, on a de longs entraînements où on apprend tout le fonctionnement d'un système très complexe, où on passe des heures dans des simulateurs à répéter toutes les phases de vol, le programme expérimental. On échange beaucoup avec ses collègues, astronautes, cosmonautes qui sont à l'entraînement avec vous. Mais tant que vous n'avez pas été vous-même dans l'espace, que vous n'avez pas ressenti cette sensation de légèreté, de liberté en flottant dans les 3 dimensions, en microgravité, tant que vous n'avez pas jeté vous-même ce regard par le hublot pour voir la Terre, vous n'avez pas une représentation exacte de la magie de ce moment-là. Et j'avais donc un rêve d'enfant dans la tête, et j'ai toujours dit que la réalité du vol était encore plus belle que le rêve que je pouvais avoir. Et ce sont des moments absolument extraordinaires, évidemment, de rentrer dans un volume énorme. Mon premier vol en 1996, c'était à bord de la station Mir, c'était la station Mir dans tout son développement avec tous ses modules, donc un énorme volume en orbite. Et là, vous devez apprendre à maîtriser cette 3e dimension, à maîtriser votre corps sans son poids. Et c'est un sentiment de grande liberté. Et pour le médecin que j'étais, c'était une découverte en fait de capacité d'adaptation fantastique à notre corps humain, notre cerveau, nos facultés cognitives, notre façon de nous déplacer dans un environnement qui n'est pas du tout notre environnement habituel, en général contraint par le champ de gravité. Donc c'était très riche d'expériences à vivre. Ça, c'est la partie de la microgravité. Et puis, bien évidemment, vous êtes à un poste d'observation tout à fait extraordinaire, à 400 km en orbite autour de la Terre. Donc le regard par le hublot vers la planète Terre, ou le regard du côté du cosmos, noir et mystérieux. Tout ça, ce sont des moments tout à fait fascinants, magiques, où on a une vue globale, on prend conscience de à la fois la beauté et la fragilité de la planète Terre qui porte la vie, de notre responsabilité par rapport à cette planète, bien sûr, de notre appartenance à l'humanité. On n'est plus simplement un astronaute français médecin ou un cosmonaute russe ou un astronaute américain. On est tous un peu un être humain très privilégié de pouvoir avoir ce regard à distance. Et peut-être qu'on revient tous un petit peu de ces missions en se disant il faut contribuer à faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, l'humanité par rapport à la planète, l'humanité par rapport à l'éducation des enfants qui seront voilà, ceux qui vont nous projeter vers l'avenir et essayer de changer le monde aussi. Donc on est tous un peu au retour ambassadeurs de la planète, ambassadeurs de
de l'humanité, ambassadeur d'une forme de paix et de coopération internationale. La Station spatiale internationale, c'est un endroit de coopération scientifique absolument formidable dans les 5 partenaires de la station, les États-Unis, l'Europe, la Russie, le Japon, le Canada, avec des coopérations scientifiques avec tous les pays du monde pour faire cette recherche en microgravité et puis pour essayer de repousser un peu toujours les limites qui sont celles qu'on a sur Terre. C'est un peu difficile, chacun d'entre nous va trouver des mots pour expliquer ce qu'il a vécu. On n'est pas très nombreux à avoir eu ce privilège, je crois qu'on est à peu près 572, je crois, privilégiés à être allés en orbite. Je crois qu'on partage tous ce sentiment d'appartenir à l'humanité, à être des êtres humains dans toute notre diversité. Une diversité d'âge, il y a des gens très jeunes, des gens qui ont déjà plusieurs vols, très expérimentés, des gens qui ont des formations militaires, des formations de chercheurs ou d'ingénieurs, des diversités culturelles, bien évidemment, puisqu'il y a des Américains, il y a des Russes, il y a des Européens de toute nationalité, des Coréens, des Japonais, des Canadiens, enfin beaucoup de nationalités ont volé dans la station. Et cette diversité, elle nous enrichit tous. Je crois qu'on se sent tous plus forts d'avoir vécu cette diversité. Et c'est sûrement un message qu'on ramène aussi au sol, de se dire la différence donne de la richesse. La différence n'est pas quelque chose qu'on doit mettre de côté pour faire en sorte que tout le monde soit pareil. Donc notre humanité, elle est riche de sa diversité. Et on est plus intelligents tous ensemble que seuls. L'intelligence collective, la formation de l'équipage, la façon de réfléchir pour prendre des décisions, voilà, dans des environnements qui sont quand même des environnements hostiles, où on a beaucoup de responsabilités, il faut trouver l'autonomie, la bonne décision. La réflexion collective, c'est quelque chose d'important. Je pense que ça, c'est des messages qu'on ramène et qu'on transmet. Et puis le message essentiel, je dirais, on revient tous, parce qu'on a retrouvé nos yeux d'enfant quand on est dans cette condition de microgravité dans la station, c'est de dire, gardons notre capacité à nous émerveiller, soyons curieux, posons des questions, remettons en question des certitudes, trouvons des solutions nouvelles, sortons de la boîte. J'interviens souvent auprès de jeunes enfants, jeunes garçons, jeunes filles, dans les écoles d'ingénieurs. Et c'est vrai que le message est peut-être de dire essayez de vivre votre vie, ce qui est en vous. Des limites, vous les rencontrerez, mais vous ne les savez pas a priori, les limites. Donc allez les chercher, essayez de les dépasser, les pousser, ayez l'audace de franchir certaines limites qui vous semblent faire partie de l'impossible, mais il faut tenter de les repousser. Et puis ce que je dis souvent, c'est ce n'est pas aux autres de vous mettre des limites. Ce n'est pas aux autres de vous orienter, vous contraindre sur un chemin. Essayez de vivre votre vie, et puis seul, avec les autres, avec le bon bagage de savoir-faire, donnez-vous les moyens d'avancer sur le chemin. Je crois qu'il faut toujours pouvoir garder cette capacité à changer son regard. Si on reste toujours avec le même regard figé, à regarder dans la même direction, à un moment donné, probablement, on va s'épuiser, on va trouver moins d'intérêt. Donc il faut avoir cette capacité à prendre des chemins de traverse, à changer de perspective. Et là, si vous avez su cultiver la curiosité, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et parfois, la difficulté, c'est quelque chose qu'on a envie d'affronter. Alors pour ça, seul, c'est parfois difficile. Donc il faut savoir s'entourer aussi, savoir demander, savoir accepter que d'autres vous accompagnent, vous tiennent le bras pour avancer sur le chemin. On apprend toujours des autres. Et moi, je dirais que quand en soi-même, il nous manque un petit peu d'énergie, c'est les autres qui vont nous l'apporter pour continuer à avancer. Aujourd'hui, je suis de retour à l'Agence spatiale européenne et on est en train de s'intéresser aux étapes de l'exploration habitée, l'homme dans l'espace, au-delà de ce qu'on appelle l'orbite basse, qui sont ces stations spatiales qu'on commence à bien maîtriser, bien connaître, pour aller plus loin, avec comme objectif d'aller vers Mars, et éventuellement d'avoir des équipages qui iront sur la surface de la planète Mars, qui est quand même très loin,
qui scientifiquement est absolument extraordinaire, parce que peut-être est-elle porteuse de traces biologiques, elle a été assez proche de notre Terre dans sa composition il y a des milliards d'années, donc c'est un objectif scientifique important, mais on sait que c'est très compliqué. Mars, c'est loin, il y a des radiations sur le chemin, apprendre à travailler en autonomie sur la surface d'une autre planète, c'est quand même quelque chose qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'avoir une étape intermédiaire, passionnante elle aussi, qui est la Lune. La Lune, c'est une partie de la Terre, elle fait partie de notre système terrestre, hein. Elle est dans notre banlieue, elle n'est pas si loin que ça. On y est déjà allé, depuis 1972, on n'y est pas retourné. Et aujourd'hui, les agences spatiales, et puis certains visionnaires, entrepreneurs privés, sont en train de développer des moyens qui vont nous permettre d'être en orbite autour de la Lune, ce qu'on appelle le cislunaire autour de la Lune, et pourquoi pas de poser des équipages dans des habitats permanents à la surface de la Lune, pour apprendre à y vivre, y travailler, mieux la connaître, donc objectifs scientifiques, objectifs technologiques, objectifs, pourquoi pas, industriels et économiques, puisqu'il y a des ressources sur la Lune, sur les corps célestes, qui pourraient potentiellement être intéressantes, apprendre à maîtriser l'énergie, stocker l'énergie, construire des habitats protecteurs, enfin des tas de choses qui sont utiles aussi à nos enjeux sur Terre. Le stockage de l'énergie, l'économie circulaire, gérer les déchets, gérer des ressources limitées, mieux gérer ces contraintes. Donc la Lune est un objectif très intéressant pour notre planète Terre, pour elle-même et pour préparer l'exploration lointaine. Donc je travaille effectivement aujourd'hui sur un concept qu'on a appelé le village lunaire, c'est-à-dire construire des habitats sur la Lune en coopération avec toutes les nationalités, les agences, les entreprises privées, des petites start-up ou des entreprises plus importantes du domaine du spatial ou du domaine non spatial. Construire, organiser la mobilité, organiser la logistique sur la Lune, extraire des ressources pour construire, pour avoir de l'oxygène, pour avoir du carburant. Donc, et l'idée de se dire comment on le fait ensemble, au lieu de le faire chacun individuellement, avec son drapeau, en éventuellement dupliquant, parce que cette idée un petit peu politique, de se dire chacun apporte, chacun contribue, chacun s'interface, et je trouve que c'est une belle idée de se dire qu'on peut sans doute faire mieux que la façon dont notre gouvernance de notre humanité, sur Terre, sur les conflits à résoudre, sur la planète à préserver. Je pense qu'on peut faire mieux, et essayer de faire mieux sur la Lune, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Intervenir dans les écoles ou les écoles d'ingénieurs, les universités, c'est quelque chose qui a cette vertu d'inspiration. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des récits inspirants pour l'avenir. De se dire que peut-être dans d'autres conditions, on va trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, être curieux, changer les questions, plutôt chercher des solutions que simplement essayer de décrire les problèmes. Voilà, c'est des choses qu'on peut transmettre. C'est inspirant, c'est motivant. Après, je pense que j'aime transmettre la richesse de la diversité du collectif. Et de plus en plus, on va se compléter parce qu'on n'a pas tous les mêmes compétences et que c'est comme ça probablement qu'on peut être plus ambitieux pour avancer. Donc cette notion du collectif et de l'équipage qu'on a quand même beaucoup vécu, c'est quelque chose d'important. Mais c'est de garder cet appétit de se projeter dans l'avenir et bien évidemment pour moi de dire à quel point la science, la technologie, ça permet d'avoir des outils pour agir sur le monde pour peu qu'on se les approprie un peu et qu'on ne se retrouve pas en défiance par rapport à des boîtes noires dont on a peur de perdre le contrôle. On est quand même aujourd'hui dans une société où on développe des outils scientifiques et technologiques très très puissants. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle d'édition du gène et de mobilisation sur ce plan. Et je crois qu'il faut avoir des clés de compréhension. Et pour certains, des clés d'action. Tout le monde ne deviendra pas chercheur ou ingénieur, même si j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus, en particulier chez les jeunes filles, qui sont parfois peu présentes sur des métiers de l'ingénierie, mais qu'en tout cas, chacun puisse être quelqu'un qui, en responsabilité, c'est avoir l'esprit critique, poser des questions,
être acteur, acteur responsable. Ce que j'entends beaucoup aujourd'hui sont des témoignages de mères et de jeunes femmes qui me disent que ça a été important pour elles d'avoir une femme visible dans un métier qui était effectivement un métier plutôt masculin. Ça leur a donné confiance, ça leur a donné peut-être un petit peu d'audace pour tenter ce qu'elles avaient peut-être peur d'entreprendre. Donc ça, c'est bien. Ce qu'on appelle être un rôle modèle, voilà, modèle inspirant. Donc j'essaie de l'être, même si je dis souvent que un modèle, c'est pas fait pour être reproduit, c'est simplement fait pour inspirer. Parce qu'après, on ne va pas reproduire le parcours des autres. Il faut chacun se créer son propre parcours. Et donc, ce regard des femmes qui me disent merci, je suis heureuse de l'entendre et je continue de le faire. Parce qu'il y a encore du chemin à parcourir pour être dans un meilleur équilibre. Après, quand j'ai parlé précédemment de limites que d'autres pourraient vous mettre, j'ai jamais eu à lutter contre ça. J'ai toujours eu un entourage qui a plutôt facilité mes prises de décision, qui a été en support. Jamais personne ne m'a dit c'est pas pour toi. Donc quand je me disais pourquoi pas moi, ben voilà, je tentais, ça marchait ou ça marchait pas. Et je pense qu'il faut que les femmes prennent encore cette confiance de leur possibilité de réussir des parcours très, très divers. Une mission spatiale, c'est quand même un petit peu particulier. C'est une mission où vous êtes longuement préparé, il faut que ça réussisse, c'est compliqué, évidemment ça coûte cher, il faut analyser les risques et essayer de maîtriser les risques. Donc je dirais qu'une mission spatiale, c'est orienté succès, success oriented. Donc orienté succès, ça veut dire qu'on a tous un objectif de réussite. Et que quand vous faites partie d'un équipage, c'est au contraire cette diversité de l'équipage qui fait que vous êtes mieux armé pour réussir. Donc je n'ai pas eu à pousser du coude ou voilà, intégrer dans un équipage avec comme objectif de réussir. Ça s'est bien passé. Alors sur le plan de la sélection médicale, c'était la même sélection, sélection psychologique, sélection physiologique, résister à des facteurs de charge centrifugeuse ou hypoxie, en caisson à dépression. On avait tous le même type de sélection. Après un entraînement pour une mission spatiale, c'est beaucoup de cours théoriques pour arriver à maîtriser toute la complexité des systèmes, des simulateurs, des phases dynamiques du vol ou des simulateurs de la station. Mais ça, c'est apprendre des procédures opérationnelles, de la maintenance technique. Bon, ça s'apprend et ça se fait, ça ne demande pas une force particulière. Alors, la particularité, c'est peut-être la sortie extravéhiculaire avec ce gros scaphandre de sortie extravéhiculaire, puisque vous sortez dans le vide spatial. Donc, vous avez avec vous une combinaison pressurisée avec la fourniture d'oxygène, l'absorption du gaz carbonique, les mécanismes de thermorégulation avec des circuits liquides dans un scaphandre pressurisé. Ergonomiquement, c'est vrai quand même un petit peu plus masculin que féminin aujourd'hui. Donc il y a des progrès en ergonomie à faire sur un matériel aussi sophistiqué. Et donc là, c'est effectivement physiquement lourd, je dirais, fatigant et risqué. De toute façon, une sortie extravéhiculaire, c'est toujours risqué. Mais il y a une possibilité d'adapter, là aussi, le programme de la sortie extravéhiculaire, la répartition des tâches. On sort toujours à deux pour une sortie extravéhiculaire entre voilà, un camarade masculin. Et donc là aussi, le succès, c'est l'objectif de la sortie extravéhiculaire. Donc ça se gère, mais je crois que si on peut faire des améliorations sur le plan de l'ergonomie, des outils qui vous permettent de travailler, et ça va permettre d'alléger beaucoup les tâches physiques. C'est ce qu'on demande aussi à une technologie avec de meilleures interfaces, une meilleure ergonomie, c'est de faciliter la charge de travail quand la charge de travail est physique. Peut-être une anecdote à partager avec vous qui est un peu particulière à notre situation, puisque mon mari et moi sommes astronautes tous les deux. Nous sommes un couple d'astronautes, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et mon mari a volé en 93 et j'ai volé moi en 96 à bord de la même station, la station Mir. Et il m'avait laissé une petite lettre
dans la station spatiale, en 93 en partant, que j'ai trouvé en arrivant à bord en 96. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de facteurs de l'espace comme ça qui trouvent un courrier à son arrivée dans une nouvelle maison. La Lune, c'est donc un objectif qui est pour les agences spatiales et les entreprises privées, je dirais presque à court terme, puisque NASA propose donc, a dans son agenda une mission de retour sur la Lune en 2024, mission Artemis, que les partenaires chinois évoquent une base scientifique en 2028 sur la surface de la Lune, c'est-à-dire un habitat permanent. Et c'est vrai qu'on a appris quand même pas mal de choses sur la Lune. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Une particularité, on a beaucoup évoqué les pionniers soviétiques, Sputnik, Gagarine, Valentina Tereshkova, Alexis Leonov, toutes ces premières. La première du premier pas de l'homme sur la Lune avec Apollo 11 en juillet 69. Et là, il y a peu de temps, il y a eu une première chinoise, puisque les Chinois ont déposé un atterrisseur, un alunisseur et un petit rover sur la face cachée de la Lune. On n'avait jamais rien installé ou déposé sur la face cachée de la Lune. Donc aujourd'hui, il y a un atterrisseur chinois avec un petit robot qui se déplace et qui explore. Et il y a eu beaucoup de sondes autour de la Lune qui nous ont permis de mieux connaître, de faire une cartographie plus détaillée de la Lune aujourd'hui. Les missions Apollo, c'était essentiellement des missions équatoriales autour de l'équateur de la Lune. Et puis les missions ensuite ont permis de cartographier les pôles, cette face cachée, des zones peu connues. Et on sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des glaces d'eau au niveau des pôles de la Lune, pôle sud et pôle nord. Et bien évidemment, quand on pense à installer des habitats permanents sur la Lune, le fait de pouvoir disposer de ressources sur la Lune pour les utiliser, ce qu'on appelle in situ, au lieu de les amener de la Terre pour chacune des missions, c'est quelque chose d'intéressant. Et les deux ressources in situ qu'on pourra utiliser sur la Lune, c'est ces glaces d'eau, de l'eau à dissocier en hydrogène, oxygène, ce qui veut dire potentiellement du carburant à disposition. Il y a bien évidemment la ressource solaire qu'il faut utiliser et savoir stocker. Et puis la poussière de la Lune, le régolithe, la poussière lunaire, qui est à la fois quelque chose de très dangereux parce qu'elle est très abrasive, donc elle peut, au niveau des scaphandres, au niveau de la physiologie, mais aussi au niveau de la mécanique des rovers, être très ennuyeuse par son caractère abrasif, mais qui est aussi éventuellement une matière à utiliser comme matériau de construction, et qui est une matière, cette poussière, qui contient aussi beaucoup d'oxygène, qu'on essaie aujourd'hui d'extraire de la poussière. Et l'oxygène, c'est quand même un élément tout à fait important, qu'il soit du carburant ou qu'il soit notre carburant d'écosystème pour vivre et respirer. Donc on a encore beaucoup de choses à apprendre et puis à maîtriser surtout pour pouvoir les utiliser. Et sûrement la face cachée de la Lune va aussi nous apprendre des choses qui aujourd'hui restent inconnues. En tout cas, la face cachée de la Lune, elle est très intéressante pour la communauté scientifique parce que c'est un endroit qui est à l'abri de toute perturbation. Bon, il n'y a pas d'atmosphère, de perturbation de type radiation ou émission venant de la Terre, et c'est un lieu d'observation et un radiotélescope sur la face cachée de la Lune. Ça fait rêver la communauté scientifique pour mieux explorer notre système solaire.